Alors, le thème, c'est un thème très intéressant. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de définitions qui changent chaque année. C'est les explorations fonctionnelles respiratoires chez l'enfant. Voilà ma déclaration de conflit d'intérêts. En fait, bon, comme la majorité des gens, je suis invité à faire des conférences pour certains laboratoires. Et je veux commencer par 3 cas cliniques. Le premier, hein, c'est un enfant, c'est un garçon de 12 ans qui est adressé à la fin du mois de Ramadan 2020. Le mois de Ramadan, je fais exprès parce qu'il y a un lien avec la fonction respiratoire. Sa mère qui décrit qu'elle a une intoxication tabagique. Son père est un tabagique passif, il fume le chicha à la maison. Sa mère, elle est asthmatique. C'est un enfant qui est très actif, il fait 10 heures de piscine par semaine et il commence sa première expérience de jeûne du Ramadan hein, en 2020. Alors, ces plaintes sont essentiellement une toux chronique, surtout nocturne, au-delà de 4 mois avant le mois de Ramadan. Et il déclare, il se plaint d'une dyspnée d'effort aussi, parfois sifflement, le matin et surtout quand il fait une pratique sportive intense. L'examen clinique était strictement normal et la radiographie thorax a montré une distension thoracique. Et la mère vous demande de lui délivrer un certificat médical pour jouer au football. La première question, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Évidemment, vous allez tous être d'accord que parmi les hypothèses diagnostiques, il y a l'asthme allergique. Deuxième question, quels sont les examens complémentaires à faire? Vous pouvez tout citer, mais en ce qui me concerne, il faut demander une spirométrie. Et après, qu'est-ce qu'on attend de cette spirométrie? Qu'est-ce qu'on attend? Vous allez voir qu'il y a 3 cas de figure. Soit on va trouver une obstruction bronchique, on va voir ensemble c'est quoi la définition de l'obstruction bronchique chez l'enfant en 2020-2021. Si jamais on trouve cette obstruction bronchique selon les critères qu'on va voir ensemble, est-ce qu'il faut faire un test de bronchodilatation? Je ne dis pas le test de réversibilité parce que ce n'est pas la même chose et après je vais vous dire la nuance, la différence. Qu'est-ce qu'on donne comme médicament? Qu'est-ce qu'on regarde comme variable? Comment exprimer la réversibilité? Ainsi de suite. Tout ça, on va le voir pendant cette formation. Maintenant, deuxième cas de figure, si vous allez trouver une spirométrie normale chez cet enfant, chez qui vous suspectez une maladie asthmatique. Deuxième situation, vous pouvez voir, hein, vous pouvez demander ce qu'on appelle un test d'hyperréactivité bronchique non spécifique à la méthacholine et ensemble, on va voir ce test en quelques mots-clés. Troisième situation, si le test d'hyperréactivité bronchique non spécifique est négatif, vous avez des doutes sur l'asthme induit par l'exercice. N'oubliez pas que cet enfant, il vous dit que la dyspnée, le sifflement, c'est souvent après une activité physique intense. Dans ce cas, vous allez voir qu'on peut demander une preuve d'exercice musculaire à la recherche qu'on appelle un asthme induit par l'exercice. Donc tout ça, nous allons le voir ensemble. Deuxième cas clinique, ça a été publié dans le Journal of Asthma récemment en 2016 et c'est en rapport avec en fait le test de bronchodilatation. Voilà le cas clinique, un garçon de 10 ans qui vient voir le premier pédiatre. Les plaintes sont une toux chronique avec des vomissements après des efforts de toux. Vous avez demandé une spirométrie, donc son pédiatre a demandé une spirométrie avant et après bronchodilatateur et voici les chiffres. Il a un VMS à 99% de la valeur théorique. Il a une CVF à 98% et un rapport VMS-CVF à 0,85. Il a fait un test de bronchodilatation. Voilà les chiffres après. Le VMS, il a augmenté de 200 millilitres, ce qui fait 9% par rapport à la valeur initiale, la valeur de base, et ce qui fait 10% par rapport à la valeur théorique. La CVF, elle a bougé de quelques millilitres, soit 9,6%, 2%. Ce pédiatre, il a considéré cette spirométrie comme normale. Il a considéré comme le test de bronchodilatation comme non cliniquement significatif et il a donné des traitements antitussifs, tout simplement. Le tableau clinique ne s'est pas amélioré. La famille a été obligée de voir un deuxième pédiatre. L'examen clinique, strictement normal. Radiographie normale, les tests cutanés sont négatifs et il a prescrit des corticostéroïdes inhalés à faible dose pendant un mois et il a refait la spirométrie un mois après. Voilà, 4 semaines plus tard, donc un mois après, la toux a disparu et la spirométrie, voilà. Vous avez l'examen de base initial, on trouve toujours le VMS à 2,20, la CVF à 2,58 litres et regardez un mois après, la CVF a bougé
hein, mais en tout cas, le changement par rapport à la valeur initiale, c'est 9,6% et un VMS qui a beaucoup bougé à 12,7%. Donc, la question qui se pose, est-ce que le premier pédiatre a eu tort de ne pas prescrire de corticostéroïdes inhalés? Et quel était le piège qu'il fallait éviter lors de la première spirométrie, évidemment? Troisième cas clinique, qui sera aussi un fil conducteur lors de cette présentation, c'est une fille de 13 ans qui a un antécédent de lupus systémique. Elle a été admise en pédiatrie, je pense, Farhat Hachet, pour orthopnée et une douleur basique-thoracique gauche. L'équipe de pédiatrie a posé un diagnostic que vous allez vous-même le chercher après, et ils ont demandé une plethysmographie chez cette fille de 13 ans et une DLCO. D'après vous, quel est le diagnostic qui a été posé? On va voir après. Et pourquoi ils ont demandé la plethysmographie et la DLCO, hein, la recherche de la membrane alvéolo-capillaire. Donc, on va voir après quelques mots sur la plethysmographie et quelques mots sur la DLCO, et on va revenir sur ces cas cliniques. Donc, voilà les 3 cas cliniques qui seront des fils conducteurs. Alors, on va faire cette formation sous forme de pas. Le premier pas, c'est le cadre général. Alors, en 2001, l'Organisation mondiale de la santé a fait une classification, ce qu'on appelle la classification de pathologies chroniques. Chaque pathologie chronique nous a dit qu'elle comporte 3 stades. Le premier stade, c'est la déficience. Le deuxième stade, c'est l'incapacité. Et le troisième stade, ce qu'on appelle le désavantage social. Dans les pathologies respiratoires, la déficience, on peut l'explorer par la spirométrie, la plethysmographie, la DLCO, la pression inspiratoire, le NO exhalé. Il y a pas mal de tests. De toute façon, le candidat, le patient, il est en position assise, il est plus ou moins tranquille. Maintenant, si vous avez un enfant qui a une dyspnée, parfois tous ces examens sont de la limite de la normale. Il faut aller à la deuxième étape, c'est l'incapacité, et nous devons explorer la physiologie de l'exercice, et nous allons demander une preuve d'exercice musculaire. Il y a 2 types de preuves d'exercice musculaire. Il y a ce qu'on appelle la low technologie et la high technologie. La high technologie, high tech, c'est faire monter des enfants avec ce vélo ergométrique et on va mesurer la consommation maximale d'oxygène. Oui, ça se fait chez l'enfant. La low technologie, low tech, c'est tout simplement le test de marche. Donc, je vais vous dire après quelques mots sur le test de marche de 5 minutes, ces indications, et les preuves d'exercice musculaire. Le dernier stade, pour toute pathologie chronique, c'est évaluer la qualité de vie de ces patients-là, et vous allez utiliser des questionnaires de qualité de vie. Hein, le plus souvent, il est recommandé d'utiliser des questionnaires validés en langue arabe. Alors, le deuxième passage, c'était le cadre général. Donc, quand je vous parlais de la spirométrie, la plethysmographie, la DLCO, l'hyperréactivité bronchique, le NO exhalé, c'est la déficience. Quand je vous parlais de test de marche et l'épreuve d'effort, c'est l'incapacité. Deuxième pas, la déficience. Qu'est-ce que nous pouvons faire chez un enfant? On peut faire une spirométrie, oui. Premier message, c'est qu'en 2019, les recommandations dans la spirométrie ont légèrement changé. Jusqu'à 2019, on se basait sur les recommandations de l'American Thoracic Society et l'European Respiratory Society de 2005. En 2019, il y a quelques changements. Les principales indications, je ne vais pas tarder sur ça, mais en tout cas, il y en a 4. Confirmer ou exclure le diagnostic, suivre l'évolution de la maladie, maladie asthmatique ou peu importe, évaluer l'effet des traitements que vous allez prescrire et surtout évaluer le pronostic en suivant le VMS, le Tracking of the Favor. Par exemple, confirmer l'excès diagnostic, surtout dans une symptomatologie atypique, des accès de toux, une toux spasmodique, des bronchites à répétition, une dyspnée d'effort, des foyers pulmonaires. Tout ça, vous le maîtrisez très bien. Alors, ce qui est important chez l'enfant n'est pas un adulte en miniature, donc on ne peut pas appliquer les recommandations d'aspirométrie faites pour les adultes chez les enfants. Donc, il y a quelques conditions de réalisation de l'aspirométrie spécifique à l'enfant. D'abord, avant de venir pour faire l'aspirométrie, soit chez vous, c'est l'idéal que pas mal de pédiatres pratiquent eux-mêmes leur spirométrie. Donc, il faut éviter un repas lourd parce que ça modifie la pression abdominale, donc ça modifie la pression thoracique, donc les données spirométriques. Un grand pourcentage des enfants fument, donc pas de tabac au moins 1 heure avant, sinon vous allez
avoir systématiquement une obstruction distale, et c'est un piège à éviter. Pas d'exercice physique intense au moins 30 minutes avant la spirométrie et surtout, pas de bronchodilatateur selon leur durée d'action. Courte durée d'action 6 heures, longue durée d'action 12 heures. S'il va prendre la thiophilie, par exemple, ou autre chose, 24 heures. Ça, c'est capital, sinon vous allez avoir des surprises lors de l'interprétation des données spirométriques. Maintenant, il y a des questions. Est-ce que l'enfant sous traitement? Est-ce qu'il faut arrêter le traitement ou il faut continuer le traitement? Ça dépend de votre objectif, on va voir après. Il faut savoir quand il a pris le dernier traitement par rapport à l'examen pour ne pas passer à côté d'un test de bronchodilatation négatif, par exemple. Depuis combien de temps le traitement a-t-il interrompu? Est-ce que c'est compatible avec la durée d'action? Comment il va ces derniers jours? Est-ce qu'il a développé un épisode infectieux récent? Et est-ce qu'il a eu une intervention chirurgicale récente qui contre-indique logiquement la pratique de la spirométrie ou rend la pratique très, très difficile? Alors, la question de traitement. Tout dépend de votre objectif. Si vous avez prescrit un traitement de fond et vous souhaitez apprécier son efficacité, il faut que l'enfant continue ce traitement. Comme pour le deuxième cas clinique qu'on a vu tout à l'heure, le médecin, le pédiatre a prescrit des corticostéroïdes inhalés et un mois après, il a fait la spirométrie avec les médicaments, évidemment. Donc, il faut poursuivre le traitement le jour de l'examen et par contre, il faut arrêter le traitement de secours tel que le bêta-2 mimétique de courte durée d'action. Maintenant, si vous souhaitez suivre un asthmatique, l'idéal, selon recommandation de GINA ou des autres sociétés savantes, il faut faire, chaque fois que vous allez modifier le traitement ou initier un traitement, il faut faire une spirométrie de contrôle 3 à 6 mois après. Maintenant, concernant l'enfant, il faut un appareil spécifique à l'âge de l'enfant. Et l'embout buccal aussi, il faut qu'il corresponde à la taille de la bouche. Ça, c'est capital. Et il faut rassurer l'enfant et surtout lui expliquer ce qu'il va faire. Ça, c'est capital. Un enfant qui est inquiet ne sera pas coopérant et vous allez passer à côté de la spirométrie. Après, vous allez prendre les caractéristiques. Les données spirométriques chez l'enfant varient essentiellement selon le sexe, l'âge avec la date de naissance exacte et la taille. Le poids intervient rarement. Quand nous allons introduire tout ça, la machine va vous donner des valeurs de référence. On va revenir sur ces notions de valeurs de référence. Évidemment, la taille et le poids doivent être mesurés. Et voilà ce qu'on dispose dans l'activité pratique. C'est un appareil infrarouge qui nous donne des chiffres exacts. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a été démontré en 2012 que si vous allez prendre 12,51 versus 12 ans, par exemple, l'erreur en termes de pourcentage de la valeur théorique va de moins 8% à 7%. C'est énorme. Et si vous allez surestimer la taille de 1%, par exemple, l'erreur passe de 1% à plus 40%. Donc attention, taille, âge exact, taille et poids exact. Maintenant, avant d'interpréter les données de spirométrie, est-ce qu'on a le droit d'interpréter? Est-ce qu'on a les critères d'une bonne courbe début-volume, comme pour la radiographie thorax? Est-ce que c'est techniquement acceptable? Nous allons voir ensemble ces critères-là et après, nous allons passer à l'interprétation. Alors, quels sont les critères d'une courbe début-volume acceptable? D'abord, il y a deux modes de présentation. Ici, vous voyez, vous allez demander à l'enfant de respirer calmement, ce qu'on appelle tidal volume, VT. Après, il va faire une expiration lente, après une inspiration, après expirer. Vous voyez que le temps expiratoire, on va voir l'idéal, savoir 6 secondes. Donc, le volume d'air mobilisé pendant la première seconde, ce qu'on appelle le VMS, volume expiré maximal à la première seconde, et ça, c'est la capacité vitale forcée. Et quand on va la diviser en 4 segments égaux, c'est le rôle de l'ordinateur, on va avoir ce qu'on appelle les débits médians, 75%, 50% et 25%. 75%, c'est ce niveau-là. Là, ça veut dire lorsque 75% de la CVF reste expiré. Le 2M50, il est à ce niveau-là. Ça veut dire quand 50% de la CVF reste expiré et 2M25% lorsque 25% de la CVF reste expiré. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe volume-temps qu'on ne voit pas sur le compte rendu. Ce que vous allez voir de compte rendu, c'est le même tracé, mais présenté autrement, ce qu'on appelle la courbe débit, litres par seconde, volume. Et vous voyez, ça, c'est le côté inspiratoire en bas et le côté expiratoire en haut. On va trouver les mêmes données
Ici, on va trouver au maximum une autre variable qui n'apparaît pas sur le premier tracé qu'on appelle le débit expiratoire de pointe. Donc, on a deux présentations, volume temps négligé sur le compte rendu et essentiellement, on a ce qu'on appelle la courbe débit-volume qui est une mine d'informations. Alors, pour vous, avant d'interpréter les chiffres, il faut s'assurer est-ce qu'il y a les critères intra-manœuvre et est-ce qu'il y a un critère inter-manœuvre. Critères intra-manœuvre, on va les citer, puis on va les voir sous forme de figure. Il faut qu'il y ait un bon départ de l'expiration. Il ne faut pas avoir de l'atout, surtout pendant la première seconde. Il ne faut pas avoir un débit variable et surtout, pas de fin prématurée de l'expiration. Ça, c'est 4 critères. Et après, ça, c'est intra-manœuvre au sein de la manœuvre elle-même. Et après, d'une manœuvre à une autre, est-ce que l'examen est reproductible? Regardez ici, ça c'est le temps expiratoire et ça c'est la courbe débit-volume. Ça c'est une mauvaise courbe débit-volume parce qu'il y a une encoche ici, on appelle ça un mauvais départ de l'expiration. Regardez, ça c'est l'aspect normal et ça c'est un mauvais départ. Donc, c'est à ne pas retenir. Cette figure, l'enfant il a toussé, il a de l'atout, surtout pendant la première seconde. Regardez ici, il a toussé. Ce n'est pas une bonne courbe, il faut la supprimer. Ici, pendant l'expiration, il y a ce qu'on appelle un débit variable. Donc, débit variable, ce n'est pas une bonne courbe débit-volume. Suivante. Maintenant, la fin prématurée. Il a été démontré qu'il est conseillé, en tout cas, l'enfant de 10 ans, il faut avoir un temps expiratoire au-delà de 3 secondes. Si l'enfant il est âgé de 10 ans, on va le considérer comme un adulte et le temps expiratoire doit être supérieur à 6 secondes. L'exception, elle est souvent appliquée, il faut quand on a un plateau expiratoire au-delà de 1 seconde. Cela veut dire quoi? Regardez ici. Ça, c'est volume temps. Et vous regardez ici le temps expiratoire. Ici, le temps expiratoire, il est à 6,69. C'est bon. Maintenant, ici, le temps expiratoire, il est à 3,82. Regardez ici. Mais regardez ici, il y a un plateau. Ça veut dire que l'enfant, il a fait son maximum. Et quand il y a un plateau de 1 seconde, on peut considérer comme ce critère-là, il est existant. Et donc, l'enfant a fait son mieux. Donc, on peut interpréter les données à ce niveau-là. Notre expérience avec une équipe algérienne, nous avons essayé de voir cette histoire de temps expiratoire. Et regardez, c'est un échantillon que je pense qu'il y avait 300 enfants. L'échantillon total des enfants de 6 à 16 ans, la moyenne de temps expiratoire était 2,44 plus ou moins 74. Le temps expiratoire va de 1 seconde 30 à 7 secondes. L'enfant de 10 ans, la moyenne c'est 1,98 et l'enfant de 10 ans, c'est 2,77. De toute façon, le temps expiratoire forcé au-delà de 3 secondes, l'échantillon total, uniquement 27% des enfants sont capables d'avoir 3 secondes. En moins de 10 ans, ce chiffre, ce pourcentage diminue à 7%. Et au-delà de 10 secondes, de 10 ans, c'est 43%. Donc, il ne faut pas trop se tarder sur le temps expiratoire. L'essentiel, est-ce que l'enfant a fait son maximum? On peut savoir, les enfants n'ont pas la notion de bénéfice secondaire. Donc, s'il n'est pas inquiet, il est capable de donner son mieux. Et voilà les chiffres qui vous disent que le temps expiratoire, ce n'est pas évident de l'obtenir chez les enfants. Alors maintenant, voilà une courbe. Un enfant qui a 7 ans, ça c'est le temps expiratoire. Apparemment, il est à 4 secondes, mais il y a un petit plateau. Et ça, une courbe, en pointillé, c'est la théorique, la normale, et l'autre, c'est la courbe. On peut considérer que cette courbe, elle est idéale. On peut aller interpréter les chiffres. Cette courbe-là, regardez, le temps expiratoire, il est à 1 seconde, donc c'est impossible. Dans ce cas, le CVF sera égal au VMS et le rapport est égal à 100%, ce qui est impossible d'avoir un rapport 100% pour le VMS, c'est la capacité vitale forcée. Regardez la courbe, c'est ça qu'on appelle la fin prématurée de l'expiration, et ça, ce qu'on voit dans la littérature. Donc, le critère maintenant, le plus important, intermanœuvre. C'est la reproductibilité. Est-ce que l'examen est reproductible? Est-ce que l'enfant a fait les meilleurs chiffres? Eh bien, la définition, elle a changé en 2019. Voilà la version anglaise. Je vais vous traduire tout ça en français. Si vous avez un enfant au-delà de 6 ans, la différence entre les deux plus grandes CVF doit être inférieure à 150 ml
et les deux plus grands VMS doivent être inférieurs à 150 litres. Ça veut dire quoi? Vous devez au minimum obtenir 3 mesures techniquement valables avec les 4 critères. Et après, parmi les 3, il faut que les deux plus grandes CVF ne dépassent pas, la différence ne dépasse pas 150 000 litres. Et la même chose pour le VMS. Ça, c'est pour l'enfant au-delà de 6 ans. Pour les enfants inférieurs ou égaux à 6 ans, au lieu de 150 000 litres, on va diminuer parce que les poumons sont petits et on va aller à 100 000 litres. Ça, c'est capital et c'est applicable depuis 2019. Regardez maintenant une courbe de bivolume qui a été réalisée. C'est un enfant il est où l'âge? Il est où l'âge? En tout cas, c'est un enfant. On a fait ici 1, 2, 3, 4, 5 courbes. Pourquoi 5 courbes? Je viens de vous dire que le minimum c'est 3, le maximum c'est 8, parce qu'apparemment, pendant les 3 premières courbes, on n'a pas les critères de reproductibilité. Et la même chose après le test de bronchodilatateur. Post, ça veut dire bronchodilatateur. Et regardez, la machine actuellement vendue depuis 2012, il ne va pas retenir la meilleure courbe. Si vous allez dire qu'il y a 3 mesures reproductibles, donc il va prendre le meilleur VMS dans les 3 courbes. Ça veut dire que vous pouvez avoir un VMS qui vient de la première courbe, une CVF qui vient de la deuxième courbe et un 2P qui vient de la troisième courbe. Ça, c'est les nouvelles recommandations. L'exemple ici, vous allez voir que le VMS, il est 0,94. Ici, il vient de la mesure numéro 5. La CVF, elle vient de la mesure numéro 5, mais le 2P, il vient de la mesure numéro 4. Parce que mesure numéro 4, c'est le meilleur 2P, 2,03. Je vais envoyer la présentation à Mme Boussafara et je vais lui demander de vous adresser la présentation PowerPoint et vous allez avoir ici un résumé de tout ce que je viens de vous dire. Donc, mon premier message, c'est que avant d'interpréter les chiffres, il faut s'assurer est-ce que la spirométrie a été réalisée correctement sur le plan technique. Donc, vous avez la version française et vous avez la version anglaise. Il n'y a pas de grande modification. Maintenant, quelle est la base d'interprétation des données spirométriques? Alors, la base d'interprétation, c'est toujours de comparer la variable mesurée ou calculée par rapport à une valeur de référence qu'on appelle la valeur normale. Avant, on disait que toute valeur inférieure à 80% est délaissée. Cette méthode a été délaissée. Avant, on disait que chaque variable spirométrique inférieure à 80% de sa valeur normale, elle est diminuée. Cette méthode a été délaissée depuis 1981. Oui, depuis 1981. En tout cas, depuis 2005, la règle était de considérer l'intervalle de confiance à 95% comme la limite inférieure normale. C'est facile à calculer, c'est l'ordinateur qui calcule de toute façon. La limite inférieure normale, the lower limit of normal, c'est la valeur théorique moins 1,64, l'écart type résiduel. C'est la machine qui calcule ça. Donc, je suis en train de vous dire que de nos jours, il n'y a aucun chiffre à retenir. C'est la machine qui vous donne la moyenne et qui vous donne la limite inférieure normale. Et si vous allez trouver une variable mesurée inférieure à la limite inférieure normale, c'est qu'elle est diminuée. Donc, variable anormale quand elle est inférieure à la limite inférieure de la valeur de référence. Ça, c'est 2005. Vous allez voir, il y a un grand changement en 2012. Regardez l'exemple. Ça, c'est, par exemple, 100 enfants qui ont fait une spirométrie. On trouve, par exemple, la moyenne, c'est 4,8. Ça, c'est la normale. La normale, c'est l'intervalle de confiance entre 5% ici et 5% ici. Donc, si on trouve dans cette zone, si votre chiffre, valeur mesurée, elle est là, c'est que diminuée parce qu'elle est inférieure à la limite inférieure normale. Et si elle est de l'autre côté, elle est anormalement augmentée parce qu'elle est supérieure à la limite supérieure normale. Ça, c'est la notion de la courbe de Gauss et l'intervalle de confiance. En Tunisie, on fait partie des rares pays dans le monde. Dans le monde, évidemment, en Afrique, nous sommes parmi les rares, et dans le monde arabe, les rares, mais même dans le monde, la Tunisie fait partie des rares équipes dans le monde qui ont publié des valeurs de référence spirométriques spécifiques aux enfants tunisiens. Et c'était en 2003 ou 2004, j'ai oublié. En tout cas, en Tunisie, il semble que les valeurs de référence dépendent du sexe et de logarithme népérien de la taille. L'âge n'intervient pas. Il n'y a que le sexe et le logarithme népérien. Et nous avons développé des modèles qui sont valables sur le plan scientifique. Et voilà comment on calcule la limite inférieure normale. Alors, après, pour faciliter la tâche, nous avons développé un logiciel Excel. Il suffit d'introduire les cases en couleur, la taille, le poids et l'âge.
et la machine va vous déterminer la valeur théorique et la limite inférieure normale et vous allez comparer. Par exemple, ici, le rapport VMS-CVF chez cet enfant de 13 ans, il est à 0,96. La limite inférieure normale, c'est 0,84. Donc, c'est strictement normal. Par contre, regardez que là, le VMS de 87, c'est inférieur à la limite inférieure normale, c'est diminué. On va revenir sur ça. Voilà un autre cas d'un enfant de 15 ans. Une autre façon de présenter les choses, la courbe. Regardez avant, d'abord, il faut regarder sur le plan technique. Il y a un temps expiratoire valable. La courbe débit-volume semble être dans les normes. Il n'y a pas ni tout, ni un mauvais départ, ni une débit variable, ainsi de suite. Et vous avez les valeurs théoriques, selon l'âge, sexe, taille, poids, ainsi de suite. Et vous avez la lower limit of normal, et vous avez les valeurs actuelles. Et vous allez comparer. Par exemple, si on regarde le VMS sur la capacité vitale forcée, il est à 84. La limite inférieure normale, c'est 79. Donc, c'est au-delà de la limite inférieure normale. Donc, ce rapport, il est considéré comme normal. Maintenant, les Américains sont les plus forts. Les Américains vont développer des logiciels. Chaque fois que vous avez des chiffres entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a un problème. Regardez ici le rapport VMS-CVF. Est-ce qu'il est entre parenthèses? Non, donc il est normal. Par contre, vous avez un VMS qui est diminué, une CVF qui est diminuée. Pourquoi diminué? Parce que c'est entre parenthèses et parce qu'en regardant le pourcentage, il est bas. Il est à 66%. C'est une autre façon de voir les choses. En 2012, il y a un changement. En 2012, il y avait la publication de valeurs de référence spirométriques mondiales. Il y avait 75 000 données. Les 5 continents ont participé et la Tunisie, encore une fois, elle était présente. Elle faisait partie des rares pays dans le monde, l'unique pays africain, l'unique pays arabe qui a participé dans cette étude. Et nous avons injecté nos données tunisiennes et je pense que ces valeurs de référence sont valables en Tunisie. Je vais revenir sur ça. Alors, il y a un changement énorme parce que la limite inférieure normale, c'est encore d'actualité, mais ils ont développé, Philippe Kanger, il a développé la notion du Z-score. Regardez ce logiciel qui existe maintenant dans toutes les nouvelles machines qui ont été fabriquées depuis 2012. Vous allez choisir le sexe de l'enfant, fille ou garçon, la date de naissance, la date de l'examen. Regardez, l'âge, il est maintenant à 2 chiffres décimales d'après la virgule, donc c'est important. Vous allez introduire la taille, vous allez introduire la valeur que vous avez mesurée. Et lui, il va vous calculer. D'abord, vous allez choisir caucasien parce que nous sommes considérés comme caucasiens. Et ça, c'est un autre sujet de discussion. Et vous allez trouver la valeur théorique, predicted, et la limite inférieure à la normale, lower limit of normal, et la notion de Z-score. Et ça a un grand changement. En tout cas, je vais rester maintenant sur la limite inférieure normale et après, je vais revenir sur le Z-score. Et voilà le compte rendu qui va apparaître. Voilà, vous avez un rapport VMS-CVF qui est prêt avant 0,69. La limite inférieure normale égale 0,69. Que faut-il faire dans ce cas? Est-ce que vous allez considérer comme normal ou ce n'est pas normal? Vous allez voir que le Z-score va résoudre ce problème. Ici, il est là le Z-score, on va revenir après. Donc, en pratique, une variable spirométrique considérée comme diminuée si elle est inférieure à 80% de sa valeur théorique. Non, c'est délaissé. S'il est inférieur à la limite inférieure normale, oui. Qui nous donne la limite inférieure normale? C'est la machine. Il suffit d'introduire l'âge, le sexe, la taille de votre patient et choisir la bonne valeur de référence, les bonnes normes. Maintenant, en 2012, il y a un grand changement. En 2012, on dit qu'une variable spirométrique considérée comme diminuée si elle est inférieure à la limite inférieure normale, oui, mais surtout si son Z-score il est inférieur à moins 1,64. Ça, c'est d'actualité, mais maintenant, dans les grandes équipes dans le monde, dans la recherche et dans la pratique clinique, même dans le GINA, il y a l'introduction du Z-score, donc il faut être préparé à ça, de voir la notion du Z-score. Donc, le Z-score, c'est quoi? Je reviens toujours à la publication de 2012 de l'European Respiratory Journal. Donc, c'est une publication qui a été adossée par la majorité des sociétés savantes qui s'intéressent à la pathologie respiratoire. Le Z-score, c'est une notion plus ou moins compliquée. Je vous épargne les détails, mais en tout cas, elle a beaucoup d'avantages. Elle se présente comme un pourcentage de la valeur théorique. Il n'y a aucun biais de l'âge, aucun biais de taille, aucun biais de sexe et surtout pas de biais de groupe ethnique. C'est capital. Et le Z-score d'une variable, quand il est inférieur à moins 1,64, la variable elle est basse. Évidemment, quand le Z-score est supérieur à plus 1,64, c'est anormalement augmenté.
Il y a une excellente publication dont j'étais le reviewer qui a été publiée dans la Tunisie médicale en 2017 qui parle de Z-score. C'est l'équipe de Bachir Louzir qui a publié ça et c'est en langue française. Ça facilite l'interprétation et la compréhension du Z-score. Alors, dans cette norme, regardez maintenant ici. Je reviens toujours à cette publication. Vous allez introduire les caractéristiques du candidat et regardez, le Z-score, il est en rouge, ça veut dire que la variable, elle est diminuée à moins 2,60, c'est nettement inférieur à moins 1,64. Donc, diminué, donc probablement, il y a un déficit quelque part et on va voir les définitions des déficits. Regardez aussi, toujours le Z-score, moins 1,54, ce que ce rapport-là, il est dans les normes. Maintenant, dans nos machines, il y a la notion de Z-score et on utilise toujours les deux ensemble. La limite inférieure normale en haut, la limite supérieure normale, le Z-score. Il faut que le changement se passe en douceur, mais en Tunisie, ça tarde à venir. Maintenant, il y a 9 ans dont les gens parlent du Z-score, mais le Z-score ne décolle pas. J'espère qu'après cette formation, vous allez penser à ce Z-score. Alors, pour plus de détails sur le Z-score, vous avez ce site-là, il va vous donner beaucoup d'informations sur le Z-score, comment on le calcule et quoi son intérêt pratique. Maintenant, on va aller à l'essentiel, ce qui vous intéresse. Quelles sont les définitions qu'il faut appliquer? D'abord, qu'est-ce qu'une obstruction bronchique extrathoracique? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Chez l'enfant, vous allez voir, ça existe. Regardez cet aspect-là. Aux États-Unis, la courbe du volume, elle est inversée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention? Regardez le côté inspiratoire. Ça, en pointillé, c'est la normale. Ici, il y a un aspect en plateau. Quand vous avez un aspect inspiratoire en plateau et un aspect expiratoire dans les normes, ça, c'est ce qu'on appelle une obstruction bronchique extrathoracique variable. Regardez maintenant. Il y a un plateau inspiratoire et un plateau expiratoire. Ça, ce n'est pas une erreur technique. C'est un aspect qui se répète durant toutes les mesures, toutes les courbes début-volume. Et quand c'est un examen reproductif, vous allez penser à une obstruction extrathoracique qu'on appelle fixe. Alors, est-ce qu'il y a un indice qui va nous permettre de calculer, de prédire cette obstruction? Oui. Cet indice qu'on appelle l'indice d'Ompey, parce que l'auteur s'appelle Ompey, ça a été publié en 1972. Chaque fois que vous avez un rapport VMS sur le débit expiratoire de pente au-delà de 10 ml par litre par minute, c'est que vous êtes en présence d'une obstruction extrathoracique. Mais regardez maintenant ce qui est décrit dans la littérature. Si vous allez voir cet aspect-là, inspiratoire et expiratoire, ça, c'est ce qu'on appelle l'obstruction extrathoracique fixe. Ça peut être une sténose trachéale, ça peut être un goitre plongeant, ça peut être une tumeur au niveau de la trachée. Donc, cet aspect-là, vous devez absolument le savoir, impardonnable de passer à côté et de retarder la prise en charge de votre enfant. Maintenant, une obstruction variable. Nous avons un plateau inspiratoire. L'expiration semble être dans les normes. Dans ce cas, il faut suspecter une paralysie de corde vocale, donc adresser votre patient à un ORL, pourquoi pas, ou une dyskinésie laryngée. Regardez, nous sommes en train de faire des diagnostics en regardant l'aspect de la courbe début-volume. Encore une fois, l'aspect de la courbe début-volume, c'est une mine d'informations. Maintenant, regardez, il y a un plateau expiratoire, l'inspiration, elle semble être dans les normes. Ça, c'est en faveur d'une trachéomalacie ou une sténose non fixée. Cet aspect qui est très, très, très rare, dans ma carrière, j'ai vu maximum 2 cas. Regardez dans la courbe inspiratoire. Il y a cet aspect-là. La première fois, vous allez dire, c'est un problème technique. Quand l'examen se répète, deuxième fois, troisième fois, on obtient le même tracé. Donc là, vous allez faire le diagnostic d'une obstruction unilatérale d'une branche souche par un mécanisme qu'on appelle à soupape à regarder la courbe inspiratoire. Donc, encore une fois, la première étape, c'est s'assurer de la qualité technique des courbes début-volume. Est-ce qu'on a le droit d'interpréter? Et après, de très bien regarder l'aspect de la courbe début-volume avant de regarder les chiffres. Maintenant, cet aspect-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un plateau inspiratoire et il y a un problème au niveau de l'expiration. Ça évoque fortement des polypes des cordes vocales. Cet aspect-là, inspiratoire en plateau, qu'on appelle plateau inspiratoire trachéalo, c'est probablement il y a des polypes au niveau des cordes vocales. Cet aspect-là, maintenant, c'est un plateau expiratoire
qu'on appelle trachéalo, et ça évoque la polychondrite atrophiante. Maintenant, ces aspects-là doivent toujours attirer votre attention parce que dans votre carrière, vous allez sûrement voir un ou deux cas comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'aspect de M inversé. Regardez le M inversé, le M inversé, le M inversé. Alors, le B, c'est un aspect inspiratoire fortement évocateur d'une laryngomalacie. Le D, cet aspect-là, il y a un aspect en M, il y a un plateau expiratoire. Laryngomalacie, aspect en M, et trachéomalacie, c'est l'aspect expiratoire. La courbe F maintenant, aspect en M inversé, c'est toujours la laryngomalacie. Et là, il y a une courbe concave, ce qu'on appelle expiratoire. Donc, probablement, il y a une obstruction. Et ça, vous allez voir, c'est en faveur de l'asthme. Donc, encore une fois, l'aspect de la courbe du volume doit attirer votre attention avant de regarder les chiffres. Maintenant, il y a des tableaux pour savoir est-ce qu'il y a une obstruction fixe ou variable. En gros, on fait le débit expiratoire de pente. On va mesurer le débit inspiratoire à 50% sur la machine qui dit ça. Et on va faire le rapport d'IM50 sur le 2EM50. Donc, le débit inspiratoire à 50% de la capacité vitale inspiratoire. C'est le débit expiratoire 50%. S'il est égal à 1, c'est l'obstruction, elle est fixe. S'il est inférieur à 1, l'obstruction, elle est variable. Et voilà la synthèse des cas de figure dont je viens de décrire. Maintenant, l'obstruction bronchique proximale qui est très fréquente dans votre pratique, la pratique quotidienne. Alors, je vais me baser sur la référence de l'American Thoracic Society et l'European Respiratory Society, donc 2005, qui est valable jusqu'à nos jours, c'est l'evidence-based medicine. La notion de rapport VMS sur CVF inférieur à 0,70, ça a été délaissé. Maintenant, l'obstruction bronchique, elle est définie par un rapport VMS sur capacité vitale forcée inférieure à la limite inférieure normale ou VMS sur capacité vitale lente inférieure à la limite inférieure normale. Vous allez commencer à vous perdre. Quelle est la différence entre la capacité vitale forcée et la capacité vitale lente? Eh bien, c'est simple. Regardez le tracé. On demande à l'enfant de respirer normalement dans le bout buccal, puis de faire une expiration lente. Après, inspiration forcée. Après, expiration forcée. Si une personne normale, ça, c'est la capacité vitale forcée. Et ça, c'est la capacité vitale lente. Vous voyez, c'est la même chose. Chez une personne normale, la capacité vitale lente égale la capacité vitale forcée. Chez un enfant obstructif, ce n'est pas la même chose. Chez un enfant obstructif, c'est plus facile pour lui de faire une capacité vitale lente que de faire une capacité vitale forcée. Pourquoi? Parce que quand il va faire une capacité vitale forcée, il va avoir un piégeage de l'air dans les petites voies aériennes et la capacité vitale forcée sera moindre que la capacité vitale lente. C'est pour cela que l'American Thoracic Society, la TSTRS, recommande d'utiliser souvent la capacité vitale lente. Mais en pratique, rares les équipes qui mesurent la capacité vitale lente. On mesure souvent la capacité vitale forcée pour des raisons historiques. En tout cas, vous êtes averti qu'il faut mesurer les deux et prendre le plus souvent le VMS sur la capacité vitale lente. Alors maintenant, cette différence traduit ce qu'on appelle le piégeage aérien. Alors, donc, le diagnostic de l'obstruction bronchique, en 2005 jusqu'à 2012, c'est un rapport VMS et capacité vitale lente ou forcée inférieure à la limite inférieure normale. Maintenant, ça, c'est le diagnostic positif. Le diagnostic de la sévérité, ce qu'on appelle la gravité plutôt que la sévérité, elle est basée sur le VMS par rapport à la valeur théorique, par rapport à la valeur de référence. Eh bien, si supérieur à 0,70%, c'est légère. Sinon, modéré, et quand l'inférieur à 35, c'est qu'on dit une obstruction proximale de grosses voies aériennes qui est très grave ou très sévère. Alors, de toute façon, c'est indiqué clair et net que la pratique de 80% comme une valeur C fixe n'est plus recommandée en pratique. Alors, regardez maintenant ce qu'on voit dans la littérature comme obstruction proximale des voies aériennes. Maintenant, en 2012, toujours, on vous dit que la valeur C fixe 0,70 n'est plus utilisée pour faire le diagnostic d'une obstruction bronchique, mais on trouve le Z-score, le fameux Z-score. Comme vous avez un rapport
VMS et capacité vitale forcée ou lente, le Z-score inférieur à moins 1,64, c'est que votre patient, votre candidat, votre sujet a une obstruction bronchique de grosses voies aériennes. Maintenant, comment faire si on va opter pour cette technique? Comment grader la gravité de l'obstruction bronchique? Évidemment, Philippe Kinger et l'European Respiratory Society, 2 ans après, donc en 2014, ont fait une classification. Voilà l'ancienne classification et voilà la nouvelle classification. Si vous avez un Z-score supérieur ou égal à moins 2, l'obstruction elle est légère. Si vous avez un Z-score inférieur à moins 4, l'obstruction elle est très grave. Et à vous de choisir. Maintenant, l'evidence-based medicine. En pratique, GINA, la dernière publication, GINA, on vous dit que au moins une fois pendant le processus de diagnostic de votre enfant asthmatique, par exemple, lorsque le VMS est bas, il faut documenter que le rapport VMS-CVF est réduit. Il faut avoir une preuve, un document que ce rapport est réduit. Regardez, le VMS est normalement supérieur à 0,75, 0,80 chez les enfants adultes. Il est supérieur à 0,90 chez les enfants. Le rapport VMS capacité vitale forcée chez l'enfant normal, il est supérieur à 0,90. Et ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est GINA, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce qu'il y a autre définition? Oui, il y en a beaucoup, mais il ne faut pas les retenir parce qu'il n'y a aucune base scientifique. Donc, actuellement, pour résumer, l'obstruction bronchique, c'est le rapport chez l'enfant, c'est le rapport VMS sur capacité vitale forcée ou lente, peu importe. Inférieur à quoi? Vous avez 2 écoles, inférieur à la limite inférieure normale, c'est on voit de disparition, mais l'idéal, c'est quand vous avez un Z-score inférieur à moins 1,64. Ça, c'est un message capital qu'il faut retenir. En gros, pendant cette formation, vous aurez en gros 10 messages clairs à retenir. Maintenant, si on passe à la pratique, vous avez un enfant, un adolescent de 17 ans. Alors, l'enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Hein. 17 ans, c'est un enfant. Techniquement, vous avez le temps expiratoire 6 secondes. Techniquement, il y a une courbe inspiratoire correcte. Il n'y a pas de taux, il n'y a pas de débit variable, rien du tout. Donc, on peut passer à l'interprétation des données. Vous avez ici rapport VMS-CVF. Il est à actuel 0,70. Et la limite inférieure, la normale, c'est 79. Donc, c'est diminué. Hein, et vous avez un VMS à 65%. Donc, il s'agit d'une obstruction modérée, puisque le VMS, il est à 65%. Maintenant, c'est quoi l'obstruction bronchique distale? C'est un phénomène très fréquent chez les asthmatiques et ça touche les bronches et le bronchiole qui ont un diamètre inférieur à 2 mm. Vous savez que l'arbre bronchique, nous avons entre 23 et 25 générations bronchiques et c'est à partir de la 16e génération, on parle de bronchiole et donc l'obstruction distale, c'est à ce niveau-là. Donc, ce que je veux vous dire maintenant, il n'y a pas un consensus international clair, c'est même parfois très critiqué, mais en tout cas, vous devez avoir 3 conditions obligatoires. Vous devez avoir des grosses voies aériennes dans les normes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport VMS, capacité vitale lente ou forcée, il est normal, donc supérieur à la limite inférieure normale ou le Z-score, il est normal. Vous devez obligatoirement avoir une capacité vitale forcée dans les normes et chercher est-ce qu'il y a un débit périphérique, surtout le 2 mm, qui est diminué. Pourquoi? Parce que si la CVF elle est diminuée, tous ces débits qui dépendent de la CVF seront diminués, donc ça n'a aucun sens. Vous devez avoir de grosses voies aériennes dans le nord, c'est le rapport, VMS sur capacité vitale. Vous devez avoir une capacité vitale normale et chercher surtout est-ce qu'il y a un 2 mm qui est diminué à inférieur à la limite inférieure normale ou en tout cas inférieur à 50% de la valeur théorique. Regardez cet exemple, un enfant de 4 ans chez qui on a pu faire une spirométrie. En pratique, la spirométrie, c'est réalisable au-delà de 6 ans, mais parfois, il y a des enfants très coopérants chez qui on peut faire une spirométrie. Ça, c'est les valeurs actuelles mesurées. Vous avez la limite inférieure normale et vous allez, sur 2 rapports-là, regardez 0,82%, 82%, c'est supérieur à la limite inférieure normale, 81%. Regardez la capacité vitale aussi, elle est normale, 1,14 par rapport à 1,01. Et regardez que les débits périphériques, le 2M, 75%, 50% sont diminués, 1,75, 1,91. Donc, vous pouvez retenir le diagnostic de l'obstruction distale.
cette publication pour vous dire que 40-60% des asthmatiques ont une obstruction distale. Donc, c'est un phénomène très, très fréquent chez les enfants asthmatiques. Une question maintenant pour des champions. Si on revient au premier cas clinique, je vous ai dit que l'enfant commençait à jeûner sa première expérience du mois le Ramadan. Donc, d'après vous, si on fait une spirométrie chez un enfant qui est en train de jeûner, bientôt c'est le Ramadan, c'est le Ramadan comme Mabrouk, est-ce que vous pensez que le jeûne d'une longue durée, parce que ça va durer presque 15-16 heures, est-ce que le jeûne prolongé, tel que le mois de Ramadan, est-ce qu'il peut altérer la fonction spirométrique, peu importe le mécanisme? Et est-ce qu'on a le droit de faire la spirométrie et d'interpréter? Cette question a été abordée par notre équipe et nous sommes parmi, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, nous sommes la seule équipe qui a fait la spirométrie, l'effet du jeûne de Ramadan si les enfants, healthy adolescents, donc qui sont en train de jeûner. Et la conclusion, elle est claire. Le papier il a été publié en 2019 dans une revue de pédiatrie. Et la conclusion, elle est claire et nette. Chez les enfants sains, le jeûne de Ramadan n'a aucune interaction avec les données spirométriques, donc il n'y avait aucune modification. Est-ce qu'on peut extrapoler chez les enfants asthmatiques? Je suis incapable de vous dire, probablement oui, mais il fallait faire des études. Maintenant, on va attaquer un thème très, très intéressant et c'est un thème très cher pour notre équipe. Vous allez comprendre pourquoi. Le test de bronchodilatation. Donc, maintenant, nous sommes dans le cas de premier cas clinique, l'enfant chez qui on suspecte une maladie asthmatique, chez qui nous avons réalisé une spirométrie, chez qui nous avons trouvé une obstruction bronchique. Autrement dit, nous avons trouvé une obstruction, un rapport VMS sur capacité vitale, peu importe, diminué. Diminué, ça veut dire soit inférieur à la limite inférieure normale, soit son Z-score, il est inférieur moins à 64. Et je viens de vous dire tout à l'heure qu'il fallait faire le test de bronchodilatation. D'abord, le test de bronchodilatation, ça se résume en 4 questions. Quel médicament faut-il donner? Quelle dose? Quelles sont les variables à retenir? Comment faut-il exprimer la bronchodilatation? Et d'emblée, je vous dis que personne n'est capable dans le monde de répondre à cette question très, très délicate. Mais après, je vais vous donner les recommandations internationales et ce que notre équipe pense. Alors, le test de bronchodilatation, regardez, en 2020, avec une de résidentes qui est maintenant assistante, nous avons publié dans l'European Respiratory Journal, qui est un impact factor à 15 ou 16 ou 14, j'ai oublié, c'est quoi une réponse bronchodilatatrice cliniquement significative chez l'enfant? Parce que, honnêtement, il n'y a pas une réponse claire. En 2020, mais pas uniquement en 2020, même en 2021, je me suis posé toujours la question, et j'ai appelé la communauté scientifique d'éclaircir ce point-là, parce qu'il y a une confusion totale. Ça, c'est une application de 2021 en janvier dans Pédiatrique Pulmonologie. Donc, il est grand temps pour que les sociétés savantes standardisent le test de bronchodilation. Et regardez dans cette revue espagnole, aussi en mois de février, je pense, ou mars, c'est une lettre à l'éditeur et nous avons fait un appel aux sociétés savantes, Scholarly Societies, pour standardiser le test de bronchodilation parce qu'il y a un flou total. Alors, quel médicament? Tout le monde est d'accord pour appliquer la même chose que l'adulte. Mais moi, je pense que ce n'est pas logique. L'enfant n'est pas un adulte en miniature, donc on ne peut pas donner 400 microgrammes. En tout cas, la recommandation, c'est de donner 400 microgrammes de bronchodilatateur de courte durée d'action ou 160 microgrammes d'anticholinergique, et faire des apnées entre les doses, attendre combien? Quelque temps, 10 à 15 minutes si vous allez donner un bronchodilatateur de courte durée d'action ou 30 minutes si vous allez donner un anticholinergique. En tout cas, actuellement, quoique c'est questionné, on donne 400 microgrammes d'un bronchodilatateur de courte durée d'action l'idéal c'est les deux, si on a les moyens, 160 microgrammes d'anticholinergique. Encore, ça c'est pour l'adulte, je pense que oui, pour l'enfant, je ne sais pas pourquoi, personne n'en parle, mais voilà, on fait comme ça. Bon, maintenant, la question qui fâche. Quelle variable faut-il prendre pour interpréter la bronchodilatation chez l'enfant? Eh bien, je vais vous dire qu'il n'y a aucun consensus international. À ma gauche, vous allez trouver les sociétés savantes.
GINA, la TSERS, British Thoracic Society, l'European Respiratory Society, le South African Thoracic Society, et chacun a développé une définition. On vous demande parfois de prendre le 2P, voilà. Parfois, on vous demande de prendre le VMS, et parfois, on vous demande de prendre le VMS et ou la CVF. Donc, quelle variable? 2P, VMS, CVF. Ça dépend de la société savante, premièrement. Après, troisième question, comment exprimer la réversibilité? Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un message clair à retenir après. Hein. Comment exprimer la réversibilité? La même chose, on ne sait pas trop. Est-ce que par rapport à la valeur initiale, le premier chiffre, est-ce que par rapport à la valeur théorique, et est-ce qu'en valeur absolue? Est-ce qu'il faut faire poste moins près, considérer 200 ml par exemple? Est-ce qu'il faut diviser le poste moins près par rapport à la valeur de base, comme le British Thoracic Society par exemple, ou est-ce qu'il faut diviser par rapport à la valeur théorique, comme recommande GINA par exemple? Il y a un flou total. Quel seuil? Et l'augmentation au-delà de combien? La même chose. Est-ce que 20%? Est-ce que 12%? Est-ce que 10%? Ou est-ce que 200 ml? Vous voyez, les sociétés savantes ne sont pas d'accord. Donc, il y a un grand problème. Maintenant, quelle définition? Comme moi, vous êtes perdu, et la question qui se pose, est-ce que si on applique ces définitions, est-ce que la conclusion, le diagnostic change? Je vais vous dire oui, le diagnostic change. Le diagnostic change parce que ce n'est pas les mêmes définitions et parce que nous avons publié il y a 3-4 jours que la définition cliniquement significative du test de bronchodilatation, ça dépend de la société. Donc, parfois, si vous allez appliquer une recommandation société savante, vous allez dire que cette obstruction elle est réversible. Et vous pouvez appliquer la définition de l'autre société, vous allez dire que l'obstruction n'est pas réversible. Qui a tort, qui a raison? On s'est penché avec les résidents de l'équipe sur cette question, et voilà le papier qui vient de sortir. Je vais vous donner l'essentiel. Alors, dans ce papier, vous allez voir qu'on a exprimé, on a vu toutes les variables, le VMS, la CVF, 2P, comment les exprimer par rapport à la valeur théorique, par rapport à la valeur initiale, par rapport à la valeur absolue, et nous avons testé les sociétés savantes. Eh bien, la conclusion, nous avons pris deux groupes. Hein. Un groupe qui a une obstruction bronchique et un groupe sain pour contrôle. Et nous avons montré que la définition de la réversibilité est société savante dépendante. D'accord? Donc, c'est un grand malaise, un grand malaise. Si on passe à la pratique maintenant, voilà un enfant un garçon qui a 17 ans. Ça, c'est la limite infradurale. Et vous avez pré, c'est avant bronchodilatateur et post après bronchodilatateur. On a un rapport VMS-CVF avant bronchodilateur 0,70 par rapport à la limite inférieure normale, c'est bas parce que la limite inférieure normale, c'est 0,79. Et vous avez un VMS qui est à 53%, donc il s'agit d'une obstruction de grosse voisine qui est modérément sévère. Vous allez faire le test de bronchodilatation, voilà les données post, et vous allez regarder le VMS-CVF. Le VMS, il a augmenté de 5% par rapport à la valeur initiale, et la CVF, elle a augmenté de 5%, et vous allez voir que cette augmentation, elle n'est pas cliniquement significative, donc il s'agit d'une obstruction fixe. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Il y en a beaucoup, mais avec les critères déjà cités, nous sommes perdus. Si on va ajouter d'autres critères qui sont très, très critiqués, on ne va pas s'en sortir. Donc, le message qu'il faut retenir. GINA, dans sa dernière publication, vous dit que pour l'enfant, il y a une seule variable qu'il faut retenir, c'est le VMS. Le mode d'expression, c'est l'augmentation par rapport à la valeur théorique et le seuil, c'est 12%. Chaque fois que vous avez une augmentation de VMS par rapport à la valeur théorique, ça veut dire post moins près, le taux divisé par la valeur théorique, au-delà de 12%, c'est qu'il y a une bronchodilatation cliniquement significative. Mais que faire dans les pays qui n'ont pas valeur de référence? Et est-ce que cette définition, elle est la meilleure? Mon équipe a largement critiqué cette définition. Et voilà ce qui va sortir, ce qui est sorti maintenant. Voilà les recommandations quand on a fait une grande étude avec un groupe contrôle. D'abord, le meilleur mode d'expression, c'est par rapport à la valeur initiale. Ce n'est pas par rapport à la valeur théorique parce que ça donne
chez les enfants normaux, ça donne beaucoup de vrais négatifs. En tout cas, ça donne des erreurs. Donc, nous avons recommandé d'interpréter en fonction de la valeur initiale comme le British Thoracic Society. Je suis en train de vous demander de suivre chez l'enfant les recommandations de la British Thoracic Society. Vous allez regarder le VMS, l'augmentation par rapport à la valeur de base. Et si vous avez entre 0 à 7%, ce qu'il n'y a aucune signification clinique, 8 à 12%, il faut y penser. Et on va revenir au deuxième cas clinique qu'on a abordé tout à l'heure. Entre 12 et 15%, la différence n'est pas due au hasard, donc il y a un problème. Et au-delà de 15%, cette réversibilité, c'est très, très, très en faveur d'une maladie asthmatique. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est appliquer la recommandation de la British Thoracic Society, prendre le VMS, oui, parce que c'est historique, c'est reproductible. Par rapport à la valeur initiale, ainsi, dans les pays où il n'y a pas de valeur de référence, ou même dans votre laboratoire, vous n'avez pas de valeur de référence, vous serez capable de déterminer l'augmentation et faire cette classification. En tout cas, entre 8 et 12, il faut être très vigilant. Ça peut proposer une augmentation cliniquement significative, ça veut dire de l'impact. Entre 12 et 15%, c'est une réponse légèrement statistiquement et cliniquement significative. Au-delà de 15%, vous êtes devant très probablement un enfant asthmatique. Ça, c'est bien d'être publié, donc sûrement ça va susciter des discussions, mais regardez, voilà nos recommandations pour les cliniciens. Maintenant, si je reviens au cas numéro 2, je vous rappelle le cas numéro 2, c'est un enfant âgé de 10 ans, qui a été vu par le premier pédiatre parce qu'il avait de la toux, parce qu'il avait des vomissements après tout, et la spirométrie pré-post. Regardez le VMS. Il a passé de 2,200, 2,20 à 2,40. Et l'augmentation, elle était 9,1 par rapport à la valeur théorique et 10,1 par rapport, 9,1 par rapport à la valeur de base et 10,1 par rapport à la valeur théorique. Donc, ce médecin, il a tout à fait raison. Il a considéré que 9,1, c'est inférieur au seuil de 12%. Et donc, il a considéré comme le test, il est non cliniquement significatif. Et il a traité, il a donné des antitussifs. Alors que si on revient maintenant à la classification que notre équipe a proposée à l'échelle internationale, entre 8 et 12%, mais propose une bronchodilatation cliniquement significative. Ce qui a été fait par le deuxième médecin, c'est qu'il a donné des corticoïdes inhalés, il a fait une spirométrie 4 mois après, il a montré que le VMS il a augmenté au-delà de 12%. Mais attention, la spirométrie, ça reste toujours un examen paraclinique et vous devez interpréter en fonction des données cliniques. Maintenant, ce n'est pas fini avec le test de bronchodilation. Comment l'interpréter? Eh bien, si vous avez une obstruction totalement réversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obstruction disparaît. Ce rapport revient à la normale. C'est probablement maladie asthmatique. En tout cas, je viens de vous dire, au-delà de 15%, c'est probablement une maladie asthmatique. Mais parfois, n'oubliez pas qu'on peut augmenter le VMS, mais le rapport reste toujours bas. On dit partiellement réversible. Et parfois, rien ne bouge. Je vous dis ça pourquoi? Il ne faut jamais oublier que la BBCO, ça existe chez les enfants. Regardez, ça c'est un rappel. COPD, la BBCO, c'est une maladie pédiatrique, surtout dans notre contexte maghrébin. Surtout mal confinement, donc vous avez des enfants, non pas asthmatiques, mais des enfants BBCO. Il faut penser à ces BBCO. Il faut penser, comme vous avez des obstructions fixes, partiellement réversibles, chez des parents qui sont des très grands fumeurs, il faut penser à la BBCO. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est des publications qui datent depuis 2010 dans Thorax. Thorax, c'est la BBCO, c'est une pathologie aussi des enfants, il faut y penser. Maintenant, est-ce que les tests de corticoïdes ont eu place? D'emblée, je vous dis non, sans entrer de détails. Maintenant, on ne parle pas de tests de corticoïdes chez les enfants pour diagnostiquer le test d'une bronchodilatation. Donc, je passe rapidement. La réponse est non. Mais attention, il y a des pièges. Un test négatif, est-ce qu'il exclut l'asthme? Non. Pourquoi? Parce que dans l'asthme, l'obstruction bronchique a un caractère variable. D'accord? Un test positif avec une spirométrie normale. Ça veut dire quoi? Vous avez fait une spirométrie normale,
et vous avez donné bronchodilatateur et vous avez noté une augmentation cliniquement significative du VMS. Est-ce que ça suggère un asthme? Ce n'est pas toujours ça. Il faut confronter avec les données cliniques. Maintenant, voilà ce que dit Gina. C'est un autre message à retenir. Gina vous dit que le test de bronchodilatation peut être absent entre les symptômes. Pourquoi? Parce que l'obstruction, elle est variable. S'il y a une infection virale, ne jamais oublier que l'obstruction bronchique, il y a 3 composants. Il y a le bronchospasme lui-même, il y a l'inflammation, il y a l'hypersécrétion. Donc, il faut explorer les enfants en dehors de l'infection virale. Sinon, pendant l'infection virale, la composante inflammatoire et l'hypersécrétion prédominent et donc, on va trouver une obstruction qui n'est pas réversible. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas réversible, mais parce que l'inflammation domine. Il faut maîtriser l'inflammation et l'hypersécrétion, puis faire la spirométrie, soit que l'enfant, il a pris de bronchodilatateurs avant de venir vous voir, donc il faut être très, très vigilant. Maintenant, Gina aussi, il y a un passage qui est nouveau, qui traîne depuis 3 ans. Une grande réversibilité chez un enfant, c'est un facteur de risque indépendant pour des exacerbations. Attention, si vous avez une réversibilité de 20 à 30% chez vos malades, il ne faut pas être rassuré. C'est probablement, il va vous développer des exacerbations, donc il faut le traiter correctement. Alors, maintenant, je reviens à ces notions de normes spirométriques appliquées. Est-ce qu'il y a des normes spirométriques propres aux enfants tunisiens? La réponse est oui. On vient de le publier, on a publié ça en 2014. Nous avons des valeurs de référence propres aux enfants de 6 à 16 ans pour la spirométrie. Ça a été publié et voilà, ça dépend du sexe, garçon, fille, et ça dépend de logarithme népérien de la taille. Et nous avons développé des logiciels pour calculer tout ça. Et voilà le logiciel Excel qui est à votre disposition si vous souhaitez l'avoir. Vous devez introduire tout ce qui est en jaune, les valeurs mesurées, et tout le reste va être calculé par la machine. Maintenant, les normes GLI 2012. Je viens de vous dire qu'en 2012, il y a les nouvelles normes mondiales, ce qu'on appelle multiethniques. Est-ce qu'ils ont une place? Voilà les normes. Voilà encore une fois comment le logiciel se présente. Est-ce qu'il y a une différence entre normes tunisiennes et normes mondiales? À vrai dire, on n'a pas fait une étude comparative, mais en regardant le logiciel, il semble que ça peut aller. Ça peut aller. D'accord? Ça peut aller, mais en 2019, nous avons formé un groupe qu'on appelle PAS. PAS, c'est pour Pédiatrique Adulte Africain Spirométrie. Il y a un groupe composé par des chercheurs africains, dont le Tunisien et l'Algérien, et nous avons comparé, nous avons testé, est-ce que les normes GLI s'appliquent dans le continent africain. En ce qui concerne North Africa, la Tunisie, nous avons montré que oui, les nouvelles normes mondiales, GLI 2012, s'appliquent facilement chez les enfants tunisiens. D'ailleurs, le Z-score ne bouge pas ou bouge de façon normale. Donc, si vous avez des machines qui déterminent, dedans lesquelles il y a les nouvelles normes mondiales pour Global Lang Initiative, GLI, c'est Global Lang Initiative, vous pouvez les utiliser, rassurer, et vous avez une publication à l'échelle internationale qui montre que nous pouvons utiliser ces normes-là chez les enfants tunisiens. Maintenant, comment interpréter les données spirométriques? Il ne faut jamais oublier que lorsque la première fois on voit l'enfant, on va comparer ces données par rapport à la valeur théorique. Mais quand on voit l'enfant pour la deuxième fois, pendant une année ou l'an d'après, il faut comparer par rapport à la valeur de base. Donc, les valeurs théoriques n'auront aucune importance. Mais attention, la notion du normal, c'est très, très compliqué en fonction de notre temps. Par exemple, vous avez un enfant 1 et un enfant 2. Ce que vous voyez, ça, le trait plein, c'est la valeur théorique, la moyenne, qui diminue avec l'âge. Je dis n'importe quoi. Le pointillé, le trait en haut, c'est la limite supérieure normale, et le pointillé en bas, c'est la limite inférieure normale. En regardant les deux enfants, âge de 12 ans par exemple, on va dire que 1, il est en supra-normal, et le 2, il est pathologique, ce qui est tout à fait correct. Mais regardez maintenant, ça c'est la première fois. Regardez, vous allez voir les enfants une année après, ou 2 ans après. Regardez le 2. Il continue la chute, mais de façon linéaire. Il est toujours dans la zone anormale, au-dessous de la limite inférieure normale.
Le 1, il était en supraphysiologique, il est devenu dans la zone normale, vous allez dire que c'est normal. Mais attention, attention, cet enfant-là, il est toujours exposé au tabac auprès de ses parents. Cet enfant-là, le parent ou le père a arrêté de fumer, il a éliminé les autres conditions, l'humidité et ainsi de suite. Donc, si vous allez voir cet enfant-là pour la première fois à ce niveau-là, vous allez dire que le 1, il est normal, le 2, il est pathologique. Mais si vous allez comparer par rapport aux données antérieures, vous allez dire que le 2, il a repris le déclin physiologique normal, alors que le 1, il est dans l'autoroute, il est en excès de vitesse, il est en train d'accélérer le déclin de sa fonction respiratoire. Donc, vous voyez, ça dépend. Donc, encore une fois, quand vous allez voir les enfants la première fois, vous allez interpréter les données par rapport aux valeurs normales, par rapport aux normes. Mais si vous allez voir l'enfant une deuxième fois, il faut jeter un coup d'œil sur les valeurs antérieures pour savoir est-ce qu'il y a un déclin physiologique ou un déclin pathologique. Et regardez les machines maintenant, ils vont vous donner l'évolution de données. Regardez ici, il était à ce niveau-là, puis à ce niveau-là. Une année après, il y avait un grand problème, il a diminué, puis il a repris. Vous serez, en faisant l'interrogatoire, vous serez capable de savoir que est-ce qu'il a déménagé ou est-ce qu'il a eu un problème quelque part. Regardez aussi des courbes qui vous donnent l'évolution en fonction de temps. Maintenant, Gina, qu'est-ce qu'elle dit, Gina? Gina, elle vous dit que si vous allez faire ce pourcentage, 100% fois le VMS lors de la deuxième visite, moins le VMS lors de la première visite, l'année dernière, sur la première valeur de base, si cette variation est au-delà de 12%, c'est que vous avez un grand problème. Et la même chose pour le DEP. Vous pouvez voir des modèles pour appliquer tout ça. Maintenant, si on va synthétiser la spirométrie, si vous avez un rapport VMS capacité vitale normale, oui, à ce niveau-là, et cette capacité vitale normale ou le Z-score il est normal, c'est que la spirométrie est normale. Sinon, vous allez suivre étape par étape. Vous pouvez trouver l'obstruction proximale ou un déficit ventilatoire mixte, ainsi de suite. Maintenant, je reviens au premier cas clinique. Le premier cas clinique, on a dit que vous avez trouvé une spirométrie normale. Donc, vous avez des doutes sur l'asthme. Vous souhaitez éliminer le diagnostic d'asthme. Il y a un test très intéressant qu'on appelle le test de provocation bronchique. Et notre équipe a fait un livre que vous pouvez télécharger depuis la page personnelle de Cédarwet ou ma page ou celle de Inès Ranouchi. Un livre qui décrit la réactivité bronchique, la physiologie et l'exploration. Il y a des recommandations européennes récentes en 2017 concernant ce test. Et il y a des recommandations françaises que je ne vous conseille pas, quoique je fais partie des auteurs, mais je ne vous conseille pas de suivre des recommandations françaises. Alors, quelles sont les principales indications? Rapidement, si vous souhaitez exclure le diagnostic d'asthme, exclure un test négatif, ça élimine le diagnostic d'asthme. Donc, vous pouvez demander le test de provocation bronchique. Par exemple, vous êtes devant un taux chronique, surtout nocturne. Parfois, il y a des sibilants, crise dyspnée, antécédent de reflux gastro-œsophagien. Donc, vous avez des doutes sur le diagnostic d'asthme. Vous souhaitez éliminer le diagnostic. C'est l'idéal test pour le demander. Alors, c'est quoi? Vous savez que le diagnostic d'asthme est clinique. Un test à la méthacholine négatif permet d'exclure en cas de doute le diagnostic d'asthme. Ça, c'est le message phare qu'il faut retenir. Quelles sont ces contre-indications? Il y en a beaucoup, mais en tout cas, si vous avez un VMS inférieur à 60% de la valeur théorique, c'est contre-indiqué. Le reste, c'est des contre-indications classiques. Comment se déroule le test? On donne de la méthacholine à dose progressive et chaque fois, on fait le VMS. On mesure le VMS. Le VMS, il y a des gens qui mesurent la condensance, mais ce n'est pas recommandé, le VMS, et on compare le VMS après la dose de la méthacholine par rapport au VMS de base. S'il y a une chute, ce qu'on appelle le VMS au-delà de 20%, on appelle ça la PD20, P provocation, D pour dose. S'il y a une dose de méthacholine qui chute le VMS de 20%, le test il est positif. Regardez ici, l'enfant était à 100% en VMS, il a pris de la méthacholine, il a diminué de 100 à 50%. Et après, quand il a pris le bronchodilatateur, il est revenu à la norme. Ça, c'est un test positif. Ça va vous orienter dans votre piste, probablement vers l'asthme.
Mais l'idéal, c'est l'indiquer pour éliminer le diagnostic d'asthme. Regardez, après, ça dépend de la dose. Plus la dose elle est minime, plus la sévérité elle est importante. Vous avez une classification de la sévérité normale jusqu'à une hyperréactivité bronchique marquée. Est-ce qu'il y a la conductance maintenant? Je ne vous conseille pas parce que Gina ne parle pas de conductance, mais il y a des gens qui disent que si la conductance, qui est l'inverse de la résistance, augmente au-delà de 45%, c'est un test positif. Il y a autres critères, mais il ne faut pas les retenir. Donc, pour vous, regardez, ça, c'est un test négatif. Ça, c'est la base. Il a pris la première dose métacholine, rien ne bouge. Deuxième dose, troisième dose, dernière dose. Donc, ça, c'est un test négatif. Dans ce cas-là, le test, il est négatif et ça permet d'éliminer le diagnostic d'asthme. Dans ce cas-là, le test, il est positif et ça peut être l'asthme, ça peut être autre chose. Pourquoi? Parce que le test a une spécificité modérée. Regardez, 99% de l'asthme, ça peut être une rhinite allergique, ça peut être l'obésité, ça peut être un sujet normal, tout simplement. Donc, encore une fois, un message à retenir. Si vous souhaitez, vous avez des doutes sur le diagnostic d'asthme, vous souhaitez éliminer le diagnostic d'asthme, le test idéal à demander, c'est un test d'hyperréactivité bronchique. Quand il est négatif, vous allez classer l'asthme à côté et chercher un autre diagnostic. Mais il y a évidemment des pièges. Un test de provocation bronchique positif, c'est un enfant asymptomatique. Il n'a aucune plainte. Je viens de vous dire que 1 à 7% de la population, qu'on appelle ça hyperréactif de bronchique sans asthme, et il y a parfois des asthmatiques qui ne perçoivent pas les symptômes. Et dans ce cas, on dit que l'hyperréactif bronchique précède l'asthme. Maintenant, un test négatif chez un enfant qui est asymptomatique, il a des symptômes. Dans ce cas, il faut évoquer un dysfonctionnement de corde vocale. Vous allez revenir sur l'aspect de la courbe débit-volume. Et vous pouvez aussi évoquer une obstruction des voies aériennes centrales par une tumeur corps étranger. Encore une fois, ici, avant d'aller au test d'hyperréactivité bronchique, il faut regarder l'aspect de la courbe débit-volume, surtout le côté inspiratoire, est-ce qu'il y a un plateau inspiratoire. Maintenant, le message à retenir. Gina vous dit que si vous avez une chute de VMS au-delà de 20% après la prise de métacholine, c'est que vous avez un test d'hyperréactivité bronchique positif. Je ne parle pas de conductance, je parle de VMS. Donc, un autre message clé à retenir. Maintenant, la plethysmographie. Est-ce qu'elle a une place chez l'enfant? Regardez, c'est un examen cher qui nécessite un talonnage et de la maintenance, mais c'est un examen très performant. Là, la plethysmographie va vous donner une idée sur les volumes non mobilisables, qu'on ne voit pas lors de la spirométrie, qu'on ne mesure pas la spirométrie, parce que la spirométrie vous donne les volumes mobilisables. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs volumes mobilisables. Il y a le volume résiduel, c'est la quantité d'air qui reste dans le poumon après une expiration forcée. Et après, il y a cette quantité-là. Et après, il y a le VR plus volume de réserve expiratoire, ça donne la CRF. Et après, la CPT, c'est le volume résiduel plus la capacité vitale. Donc, en fait, la plethysmographie, elle va vous mesurer la CRF et le reste sera calculé. Donc, quand on dit plethysmographie, on dit CRF et tous les restes des volumes non mobilisables vont être calculés à partir des autres données. Donc, CRF. Alors, il y a des aspects techniques, je vous dépasse tout ça, mais encore une fois, il faut regarder l'aspect de résistance. Regardez, ça, c'est un compte rendu de la plethysmographie. Vous avez un aspect A, B, C, D, comme pour la courbe débit-volume. Cet aspect-là, A, ça évoque un sujet normal. Cet aspect-là, avec une petite ouverture, ça évoque une augmentation de résistance. Ça, c'est une obstruction distale. Ça, en gros, chez l'adulte, c'est la BBCO. D'accord? Une atteinte distale. Regardez cet aspect-là, en raquette. Ça, c'est un trouble de la ventilation au niveau des petites voies aériennes. Et regardez cet aspect-là, c'est une sténose, donc il y a un problème extra-thoracique, donc ça s'appelle obstruction extra-thoracique. Regardez ces aspects-là, il ne faut jamais les oublier. Et il y a un cinquième aspect qui sort, c'est celui-là. Celui-là, ça évoque soit une obésité, soit une paralysie diaphragmatique. Donc, un aspect normal, ça c'est une obstruction distale, ça c'est un trouble de la ventilation au niveau des zones distales, ça c'est l'obésité ou paralysie diaphragmatique, et ça c'est une obstruction extra-thoracique. Maintenant, les volumes mobilisables, ça sert à diagnostiquer la restriction.
comment diagnostiquer un déficit ventilatoire restrictif? Eh bien, il y a des signes indirects. Chaque fois que vous allez faire une spirométrie, vous allez trouver le VMS bas et la CBF basse, mais d'une façon proportionnelle. Le VMS 50%, CBF 50%. C'est une diminution proportionnelle. De telle façon que le rapport VMS-CBF, il est normal. Ça, c'est ce qu'on appelle une tendance restrictive. Il est souhaitable d'aller faire une pluviométrie qui est réalisable chez les enfants au-delà de 6 ans. C'est possible. Le diagnostic actuel, c'est la capacité pulmonaire totale inférieure à la limite inférieure normale. Mais regardez, donc ça, c'est un exemple. Hein. Un exemple, regardez la CPT actuelle 4,28. La limite inférieure normale, c'est 4,68. Donc, elle est inférieure à la limite inférieure normale. Donc, il y a une restriction. Maintenant, comment faire le diagnostic d'une restriction, d'un déficit mixte? Ça veut dire obstruction et restriction. Eh bien, les deux. Quand vous avez une capacité pulmonaire totale basse et vous avez un rapport bas, limite inférieure normale, limite inférieure normale. Maintenant, en 2021, il y a un événement mondial, il y a la semaine dernière, il y a la publication des valeurs de référence mondiales des volumes pulmonaires des personnes âgées de 5 à 80 ans. Donc, la définition de la restriction a changé. C'est un Z-score de la capacité pulmonaire totale inférieure à la limite inférieure normale. C'est pour cela que nous avons anticipé. Ça, c'est une plaque de notre équipe. Et chaque fois que vous avez une CPT, elle est où la CPT? Elle est là. Si vous avez la CPT, j'ai totalement un CPT, quand vous avez le Z-score, il est diminué, c'est en faveur de la restriction. Maintenant, est-ce qu'il y a une distension pulmonaire? Oui, certains enfants peuvent développer une distension pulmonaire. Il y a plusieurs définitions. La distension pulmonaire, c'est l'origine de la dyspnée. Et une des définitions les plus utilisées dans le monde, c'est quand vous avez un volume résiduel supérieur à la limite supérieure normale. Le volume résiduel, encore une fois, c'est la quantité d'air qui reste dans le poumon après une expiration forcée et prolongée. Ça, c'est une définition. Il y a pas mal d'autres définitions. Parfois, il y a des gens qui utilisent une CRF, capacité résiduelle fonctionnelle, au-delà de 120%. Parfois, il y a des gens qui utilisent un rapport VR-CCPT au-delà de 21%, ou rapport CRF-CCPT au-delà de 50%, ou une capacité inspiratoire basse. Moi, je vous recommande, si vous allez faire une pluviométrie, de retenir ce diagnostic, cette définition, un volume résiduel au-delà de la limite supérieure de la normale. Et regardez un exemple, vous avez un volume résiduel, il est à 150% de la normale, donc il est sûrement augmenté, et là, vous avez une distension pulmonaire qui explique la dyspnée chez ce garçon qui a 15 ans. Maintenant, les normes pluviométriques. En Tunisie, d'ailleurs, aucun pays arabe, aucun pays africain a des normes pluviométriques pour les enfants. Ça prend énormément de temps. En 2020, en 2021, il y a, au mois de mars, il y a 15 jours, l'European Respiratory Society vient de publier des valeurs de référence pluviométriques pour des sujets âgés de 5 à 80 ans. Encore une fois, la Tunisie, il y avait un centre, et nous, la Tunisie, notre équipe, en gros, fait partie, c'est la seule équipe arabe et seule équipe africaine qui a participé dans cette étude. En termes de candidats, nous sommes la troisième équipe qui a participé, mais il y a une grosse erreur dans cette publication, puisqu'ils n'ont pas pris mon avis, il y avait un changement de dernière minute, et nous avons été considérés comme 100% d'origine européenne. Ça m'a révolté. Je viens d'écrire une lettre à l'éditeur en chef, elle est toujours under review. Est-ce que nous avons une origine européenne? Je montrais avec des publications qu'on ne peut pas considérer les Tunisiens qui ont participé de cette étude comme ayant une origine européenne parce qu'en gros, au maximum, 20% entre nous ont une origine arabe et européenne. Le reste, c'est soit berbère, soit autre chose. Ça, c'est génétique. Donc, j'étais révolté. Et j'ai exprimé mon mécontentement. J'espère que cette lettre éditeur sera publiée et j'espère que des corrections seront faites ultérieurement. Donc, en gros, je suis en train de vous dire qu'il y a ces normes-là, pluviométriques, que comme il n'y a pas de normes tunisiennes et comme la Tunisie a participé de cette étude, que je pense qu'il est souhaitable de les utiliser dans notre pratique courante, comme vous allez demander des pluviométries. Alors, la déficience, maintenant, la déficience, c'est la DLCO. C'est quoi la capacité de diffusion de CO? C'est toute cette étape-là. Lorsque le gaz arrive dans les alvéoles, pour parler dans le sang, pour passer dans le sang, il faut qu'il passe par cette étape.
il doit passer dans la phase gazeuse, dans les alvéoles, puis il va diffuser à travers la membrane alvéolo-capillaire qui est l'épaisseur, elle est minime, 0,05 micromètres, mais une grande surface d'échange. C'est 80 mètres carrés. Puis il doit diffuser dans le plasma, puis il doit diffuser à travers la membrane du globule rouge, puis il doit diffuser dans le globule rouge, puis il doit se fixer à l'hémoglobine. Est-ce qu'on peut explorer toutes ces étapes par un seul test? Oui, oui, ce qu'on appelle la DLCO, D pour diffusion, L pour link, CO c'est pour monoxyde de carbone. Donc c'est un test qui se pratique chez les enfants? Oui, il se pratique chez les enfants. Alors, il y a des recommandations européennes 2017, il y a même des normes mondiales, mais malheureusement, la Tunisie n'a pas participé parce qu'on n'a pas de données. D'ailleurs, aucun pays africain et aucun pays arabe n'a participé. Il y a même une classification. Quand la DLCO elle est entre la limite inférieure à la normale, la limite of normal, et 60%, on dit qu'il y a une altération légère, et quand elle est inférieure à 40%, il y a une altération sévère. Maintenant, comment interpréter? Il y en a plusieurs cas. Si vous avez une diminution de la DLCO, ça peut être physiologique. La manœuvre de Valsalva. Donc, c'est une fausse diminution. Et après, il y a une diminution isolée. Ça veut dire quoi isolée? Ça veut dire que sans atteinte respiratoire, il n'y a ni restriction ni obstruction. Ça peut être une anémie, ça peut être un trouble vasculaire, ça peut être, il y a plusieurs causes, ça peut être le tabagisme. Quand il y a une diminution avec un déficit obstructif, c'est l'emphysème, mais ça chez l'adulte. Ça peut être une bronchiolite oblitérante, ça peut être autre chose. Ça, obstruction. Quand on va trouver une baisse de la DLCO avec un déficit restrictif, c'est en gros la fibrose ou une pneumopathie alvéolaire. Donc, ça dépend, qu'est-ce que vous avez trouvé? DLCO basse isolée, sans atteinte obstructive ou restrictive. Après, DLCO avec atteinte obstructive. Après, DLCO avec atteinte restrictive. Et les étiologies, vous pouvez les trouver partout. L'augmentation maintenant, il ne faut pas passer à côté, ça peut être physiologique, en décubitus, la manœuvre de Müller ou faire la plithomographie, la DLCO, pardon, après un exercice intense parce qu'il y a augmentation débit cardiaque. Maintenant, l'augmentation pathologique, c'est l'asthme. Si vous avez une DLCO augmentée, ça peut vous orienter vers les maladies asthmatiques, mais mieux connues. C'est l'obésité, ce qu'on appelle l'augmentation débit cardiaque. Ça peut être une hémorragie intra-alvéolaire, ça peut être plusieurs autres causes. Le Casio, c'est tout simplement le rapport entre la DLCO et le volume alvéolaire. L'interprétation, c'est un sujet de discussion et c'est controversé, donc je vous épargne cette étape-là, c'est pas important. Et donc, après, il y a un tableau qui vous dit, en cas de diminution de volume alvéolaire avec augmentation de Casio, baisse de la DLCO, quelles sont les hypothèses diagnostiques à retenir. Maintenant, je vous dis ça pour revenir au troisième cas clinique. Troisième cas clinique, c'est une fille qui a été hospitalisée en pédiatrie, Farhat Hached, 13 ans, antécédent de lupus, et elle a été hospitalisée parce qu'elle avait une orthopnée et une douleur basi-thoracique gauche. Quel est le diagnostic à évoquer et pourquoi cette équipe de pédiatrie a demandé la plithomographie et la DLCO? Donc, pour vous dire que ça se pratique chez les enfants, c'est pratique. Voilà la plithomographie et la DLCO. Vous avez une CPT, regardez le Z-score, il est moins 30-38, donc largement inférieur à moins 64. Il est regardez la fille a une valeur de 2,60 et la limite inférieure, c'est 2,97. Donc, il y a une restriction. Et elle a aussi une DLCO à 59%. Regardez le Z-score, il est très diminué. Donc, cette fille a une baisse de la DLCO avec une atteinte restrictive. Et bien ça, l'équipe de pneumologie l'équipe de pédiatrie, a demandé la plithomographie et DLCO pour argumenter, justifier, montrer qu'il y a un déficit restrictif et qu'il y a une atteinte de la diffusion alvéolo-capillaire. Et surtout ça, c'est en faveur de ce qu'on appelle le shrinking lung syndrome. Le shrinking lung syndrome, il existe un syndrome restrictif dans 99% des cas, c'est pour cela qu'il est en demandé, avec un DLCO à 49%. Et dans notre cas, regardez, la DLCO elle était à 59%. Donc, ce n'est pas loin de la littérature. Donc, shrinking lung syndrome. Maintenant, le NO exhalé. Le NO exhalé, l'intérêt, ça vous donne ce qu'on appelle l'inflammation de voies aériennes chez les atopiques. Ce qu'on appelle l'inflammomètre bronchique. En gros,
L'anneau exhalé, s'il est augmenté, on va voir le seuil, ça vous montre qu'il y a une inflammation bronchique à eosinophile. Je dis bien à eosinophile. Donc, il a un faible intérêt diagnostique chez les enfants asthmatiques, mais il a un intérêt pronostic pour montrer qu'il y a une dégradation fonctionnelle. L'intérêt diagnostique, il existe, le NO nasal dans le cas des dyskinésies ciliaires primitives. Si on fait le NO nasal, on trouve les chiffres aux alentours de 1 à 0, c'est fortement pathognomonique d'une dyskinésie ciliaire primitive. Maintenant, l'interprétation. Il y a des recommandations de l'American Thoracic Society qui vous dit qu'il y a des normes chez les enfants, mais une valeur basse, c'est inférieur à 20. Une valeur élevée, c'est au-delà de 35. Donc, il y a le chiffre de 35 qui probablement il faut retenir. Chaque fois que vous avez une valeur de NO exhalée au-delà de 35, c'est que ça veut dire qu'il y a une inflammation bronchique à eosinophile à ce moment-là. La Tunisie, encore une fois, avec le Dr Senermed, fait partie des rares équipes dans le monde qui ont établi des valeurs de référence pour la fraction exhalée du nitric oxide chez les enfants. Voilà les normes qui dépendent de l'âge, essentiellement de l'âge. Maintenant, ce qu'il faut retenir, Gina, qu'est-ce qu'elle dit? Gina, elle dit que une fraction exhalée du NO, 50 ppp, partie par billion. Regardez ici, c'est 35, ça c'est l'ATS. Maintenant, Gina, chaque fois que vous avez une fraction exhalée de NO supérieure à 50, ça veut dire qu'il y a une bonne, que l'enfant, si vous allez le traiter corticoïde, ils vont répondre d'une façon excellente. Ça veut dire, si vous avez une fraction exhalée au-delà de 50, n'hésitez pas à donner des corticoïdes inhalés, vous aurez des réponses à court terme, excellentes réponses. Et cette fraction exhalée, selon Gina, ça est un guide pour réduire les fréquences d'exacerbation. Donc, vous allez utiliser ces chiffres-là pour guider votre traitement. Maintenant, on passe de la déficience, on va aller à l'incapacité. L'épreuve d'exercice musculaire. Quelle est sa principale indication? Comme vous avez des diagnostics cliniques hésitants, je reviens au premier cas clinique, je viens de vous dire que l'enfant, il pratique du sport, il fait 10 heures de piscine par semaine, et il vous décrit une dyspnée d'effort lorsqu'il va faire un exercice intense. Donc, probablement, il a ce qu'on appelle un asthme induit par l'exercice. Chaque fois que vous suspectez un asthme induit par l'exercice, vous pouvez demander cet examen-là. Comment elle se déroule cette épreuve? Eh bien, il y a des recommandations internationales, c'est standardisé. Le matériel, il faut être adapté, le temps, l'équipe entraînée, ainsi de suite. Donc, c'est un enfant qui va respirer soit l'air mural, donc, ou l'air sec, qui a une faible teneur en eau, il va utiliser le pince-nez. On va faire un exercice bref de 6 minutes, sans échauffement, intense. Ça veut dire quoi intense? Soit à 40-60% de la ventilation maximale minute qui est égale à 35 fois le VMS, donc on fait une spirométrie avant. Sinon, 85-90% de la fréquence cardiaque maximale théorique qui, chez l'enfant, est égale à 210 moins 0,85 fois l'âge. Donc, il y a des calculs à faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une spirométrie avant, les 6 minutes de pédalage, 5, 10, 15, 20 et 30 minutes après. Ici, on trouve une chute de quoi? De VMS. Par rapport à quoi? Ça dépend. Valeur de base, 10%, où il y a des gens qui disent valeur théorique, 12%. Il y a d'autres équipes qui disent que le débit expiratoire de pointe par rapport à la valeur de base, de 15%. Il y a des gens qui disent de augmentation de la conductance par rapport à la valeur de base de 30%. En tout cas, il y a même des critères de sévérité, mais Gina vous dit le message suivant. S'il y a une chute de VMS de 12% par rapport à la valeur théorique, c'est qu'il y a un test, regardez, positif. S'il y a un test positif, donc probablement il y a un asthme induit par l'exercice. Ça, c'est un message qu'il faut retenir puisqu'il s'agit de Gina 2020. Donc, on va finir avec le test de marche de 6 minutes. Le test de marche de 6 minutes, c'est un test de terrain très utilisé dans le monde et depuis 2-3 ans, il est largement utilisé chez les enfants asthmatiques. Eh bien, il y a des recommandations internationales en 2014, en 2002, puis 2014. C'est un test sous-maximal. Il est fiable, valide, il a tous les avantages. Moi, un test que j'adore parfaitement, voilà la traduction anglaise-française. Donc, c'est un test sans aucun danger chez les enfants. Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? On a besoin d'une chaise. On a une échelle visuelle analogique pour évaluer la dyspnée, appareil de tension, un oxymètre,
et une montre pour mesurer le temps, 6 minutes, et un parcours de 15 à 40 mètres, ça dépend de l'imcaniyat. Un téléphone à côté, si jamais, une source d'oxygène, si jamais on aura besoin d'oxygène. Évidemment, dans un hôpital ou à côté des urgences, mais en tout cas, je vous rassure, dans la littérature, aucun incident mortel chez les enfants. Aucun incident mortel chez les enfants, et après, un bout de papier pour prendre des notes. Voilà ce qu'il vous faut pour faire ce test. C'est un matériel peu coûteux et la présence d'un médecin n'est pas obligatoire. Actuellement, tout a changé puisqu'il y a ce qu'on appelle cette tablette. Elle est magnifique. On l'utilise à Sousse, mais pas dans l'hôpital. Et elle vous donne chaque instant la fréquence cardiaque et la saturation. Elle va tout calculer. Son prix, c'est aux alentours de 8000 dinars, mais ce n'est pas cher du tout. C'est une mine d'informations et les données sont numérisées. Ça fonctionne avec le Bluetooth. Donc, voilà la dyspnée avec un texte validé en langue arabe pour évaluer la dyspnée. Voilà la fiche qu'on utilise en pratique à l'hôpital pour prendre des notes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à l'enfant de marcher la plus grande distance possible pour parcourir la plus grande distance possible pendant 6 minutes. Il peut s'arrêter s'il a envie. Pas d'encouragement, contrairement à l'épreuve d'effort. Donc, c'est un test très bien standardisé. Les instructions sont claires et nettes. Les indications, en théorie, toute intolérance à l'exercice, un suivi d'une thérapeutique pharmacologique ou réhabilitation, par exemple, chez les enfants qui désaturent pendant l'exercice, chez les enfants qui citent l'oxygénothérapie de déambulation, c'est très rare chez les enfants, mais c'est surtout chez les adultes. Est-ce qu'il y a de contre-indications? En gros, non. Chez l'enfant, non. Chez l'adulte, oui. Chez l'enfant, non. Ça, c'est des contre-indications chez l'adulte. Et ça, les contre-indications chez l'adulte, chez les enfants, honnêtement, il n'y a pas de contre-indication. Alors maintenant, critère d'arrêt, eh l'enfant, s'il ressent de douleurs thoraciques, il peut s'arrêter. S'il a une dyspnée majeure, il peut s'arrêter. S'il va développer de crampes musculaires, il peut s'arrêter. S'il a des vertiges ou pâleur, mais surtout, s'il a une saturation inférieure à 80%, il doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'on évalue? On évalue plusieurs paramètres. Le premier paramètre le plus important, c'est la distance parcourue. C'est la distance de marche, qu'on appelle la variable la plus importante. On va regarder l'évolution de la fréquence cardiaque. On va regarder est-ce que l'enfant a désaturé pendant la marche et est-ce que la dyspnée, l'évaluation de la dyspnée. Bon, comment interpréter la distance de marche? Si on fait un test unique, il y a deux écoles. Il y a l'école européenne qui vous dit s'il a une distance de marche par rapport à la distance de marche théorique inférieure à 82%, elle est diminuée, mais on trouve toujours l'école américaine avec la limite inférieure normale. Dans les deux cas, une distance de marche, c'est témoigne d'une mauvaise tolérance à l'exercice. Ça, c'est ce qui a été écrit en anglais. Maintenant, la Tunisie, encore une fois, elle est toujours là. On a publié des valeurs de référence pour la distance de marche chez les enfants nord-africains, donc tunisiens en particulier, uniquement tunisiens, ce n'est pas en particulier, âgés de 6 à 16 ans. Donc, on sait comment interpréter ces données-là. Et même, on a développé un logiciel. Il suffit d'introduire le nom, le prénom, les données, le poids, la taille, et il va vous calculer la distance de marche théorique. Et voilà, il va même vous interpréter la fréquence cardiaque, la dyspnée, ainsi de suite. C'est un logiciel qui reste à votre disposition. Il est facile à utiliser. Maintenant, l'interprétation. Avant, après intervention. Peu importe l'intervention, pharmacologique ou réhabilitation, chaque fois que vous avez une augmentation de la distance de marche au-delà de 30 mètres, dans les pathologies chroniques, mais surtout chez l'adulte, chez les enfants, je vais vous dire qu'un mot, 30 mètres, c'est que vous êtes efficace. Chez l'enfant, récemment, il y a 15 jours, il y a une publication de ce qu'on appelle le minimal, l'importance, la différence MID, minimal importance différence sur le plan clinique. Chez l'enfant, c'est aux alentours de 27 mètres, enfant asthmatique. Ça vient de sortir. Comment interpréter la fréquence cardiaque? Eh bien, logiquement, la fréquence cardiaque, elle va augmenter, elle va atteindre un plateau au-delà de 3e minute. Le plateau, ça doit apparaître entre 60% et 80% de la fréquence cardiaque maximale théorique. Donc, si vous avez une fréquence cardiaque en fin de test inférieure à 60%, c'est une piste pour vous orienter que probablement il y a un problème cardiaque, insuffisance chronotrope, et voilà les publications. Mais au-delà de 80% de la fréquence cardiaque maximale théorique, c'est que l'exercice est mal toléré. La saturation, c'est très simple. Normalement, la chute ne doit pas dépasser 5 points. Pourquoi 5 points?
3 points, c'est la physiologie, 2 points, c'est la machine. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Chaque chute de la saturation au-delà de 5 points, c'est qu'il y a des saturations au cours de la marche et vous devez faire votre diagnostic. La désaturation lors de la marche chez les enfants ou chez les adultes, c'est une mauvaise activité physique journalière. C'est un témoin d'un déclin plus rapide de VMS et ça témoigne que l'enfant a un mauvais pronostic. La dyspnée, c'est très simple. Normalement, la dyspnée ne doit pas dépasser 5 sur 10 à la fin de l'exercice. Au-delà de 5 sur 10, c'est que l'exercice, la marche, elle était mal tolérée. Maintenant, question pour les champions. Vous êtes des champions. Est-ce que, je reviens toujours à l'enfant, premier cas clinique, à l'enfant qui commence à jeûner le mois de Ramadan, d'après vous, est-ce que le fait d'observer le mois de Ramadan altère la capacité aérobique des enfants, hein, bon, des garçons en tout cas, sains? Nous sommes posé cette question d'ordre purement publié dans l'American Journal of Men's Health il y a en 2020, je pense, et la réponse, elle est non. Le jeûne de Ramadan n'altère pas la distance de marche, donc on peut faire le test de marche pendant le mois de Ramadan, mais est-ce qu'on peut extrapoler ces conclusions chez les enfants asthmatiques? Ma réponse est probablement non, mais vous, les cliniciens, vous êtes amenés à faire ce genre d'études pour répondre à une question très délicate. Est-ce que les enfants asthmatiques doivent arrêter de Ramadan? Ce genre de travaux scientifiques peuvent apporter une piste des éléments de réponse. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, je vais finir avec des cas réels. Ça, c'est Naya qui a été adressé pour spirométrie et réversibilité. Regardez, elle a 10 ans, 2 mois, 149 cm. Il s'agit d'une fille, une fille. On a fait 4 spirométries avant et 5 spirométries après bronchodilatateurs. Pourquoi 4? Parce qu'il faut chercher toujours les critères de reproductibilité. Ici, on a obtenu les critères de reproductibilité selon la TSERS après 5 examens. Regardez ici, 2,09, ça vient de la troisième courbe, 2,59, deuxième courbe, 4,45, ça vient de quatrième courbe. Encore une fois, pour vous dire que si vous allez dire à la machine que l'examen est reproductible, il ne va pas prendre la meilleure courbe, il va prendre le plus grand chiffre de chaque courbe. D'accord, donc maintenant, voilà l'aspect, ça c'est le côté inspiratoire, et ça c'est le côté expiratoire, et tout ce qui est assuré, c'est ce qu'on appelle la limite inférieure normale et la limite supérieure normale. Donc techniquement, c'est acceptable, quoique il y a un petit tout ici. Le temps expiratoire, il est acceptable aussi. Et maintenant, voilà les normes GLI. GLI, c'est Global Link Initiative. Ah, pardon, ça c'est les normes européennes qui ne sont pas applicables en Tunisie. Et si vous Donc, ces normes européennes ne s'appliquent pas en Tunisie. C'est pour cela qu'il y a, et voilà ce logiciel. Donc, la première question, vous avez des données pré-bronchodilatateur, post-bronchodilatateur. Est-ce qu'il y a une obstruction bronchique de grosses voies aériennes? Ce rapport-là, il est 0,81. La limite inférieure est 0,79. Donc, il n'y a pas une obstruction de grosses voies aériennes. Cependant, le VMS, il est diminué de 0,9 par rapport à 2,26 et la CVF, elle est normale. Donc, cet enfant-là a une obstruction distale puisque le 2MM, il est diminué. On trouve les conditions, un rapport normal, une CVF normale et un 2MM bas, donc il a une obstruction distale. Quand on donne le bronchodilatateur, le VMS augmente de 160 ml, de 8% par rapport à la valeur initiale et 7% par rapport à la valeur théorique. 8% par rapport à la valeur initiale, ça doit attirer votre attention. Ce n'est pas considéré comme cliniquement significatif, ça doit attirer votre attention. Deuxième cas, on a fait le questionnaire, un enfant libyen qui est né en 2002, donc il a été dressé il y a 2 ou 3 ans, suspicion de maladie asthmatique, quoi d'autre? Il a des expectorations, il a un pruite nasal, et voilà ces données, avant, après. Techniquement, c'est valable. Et voilà. Est-ce qu'il y a une obstruction de grosses voies aériennes? 0,93 par rapport à 0,93, c'est égal à la limite inférieure normale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut considérer comme, pardon, 0,93 ici, par rapport à la limite inférieure normale, c'est normal. Le VMS, il est légèrement diminué à 93%, mais par rapport à la limite inférieure normale. Et regardez, il a un 2MM normal.
Donc, on va considérer comme normal. Le médecin, il a demandé un test de bronchodilatation. Le VMS, il a augmenté 7% et 6%. Le reste, ça c'est un cas d'hyperréactivité bronchique. Ça, c'est la spirométrie. Apparemment, en regardant la courbe, il n'y a rien de particulier. C'est apparemment dans la norme. On a fait une spirométrie avant. Il y a minimum 3 mesures. C'est reproductible. Selon les normes tunisiennes, 0,87 pour ce rapport, c'est supérieur à la limite inférieure normale, donc il n'y a pas une obstruction bronchique proximale. Le VMS, il est normal, le CVRF est normal, et ça, c'est une excellente indication pour faire un test de provocation bronchique. Le test de provocation bronchique a été réalisé et le test, il est négatif, donc ça permet d'éliminer le diagnostic d'asthme. Voilà le test de provocation bronchique. Il a eu 676 doses de méthacholine, dose maximale, et le VMS, il n'a pas chuté. Hein. Il a la maximale chute, c'est de 7,5, donc il n'a pas chuté au-delà de 20%. Le test est négatif. Le reste, c'est facile, donc je vais synthétiser. Voilà, Gina, qu'est-ce que vous dit? Pour le test de bronchodilatation, chez les enfants, une augmentation de VMS de 12% par rapport à la valeur théorique, c'est considéré comme cliniquement significatif. Mais je viens de vous dire que nous avons critiqué récemment cette définition et moi, je vous conseille de regarder par rapport à la valeur initiale, de considérer la meilleure définition, celle de British Thoracic Society. Donc, c'est 12% par rapport à la valeur initiale pour plusieurs raisons que vous pouvez découvrir dans la publication. Maintenant, s'il y a une grande variabilité du débit expiratoire de pointe au-delà de 13%, et dans l'exposé, on vous a montré comment faire le calcul, en gros, 100 fois le débit expiratoire de pointe initial moins le débit expiratoire de pointe de la deuxième visite sur la valeur initiale, si vous allez trouver une augmentation au-delà de 13%, c'est qu'il y a une variabilité excessive. Maintenant, pour le test de provocation bronchique, le message phare, c'est que si vous avez une chute de VMS de 12% par rapport le test, exercice test, ça c'est pour l'asthme induit par l'exercice. Si vous avez une chute de VMS de 12% par rapport à la valeur théorique, c'est que l'enfant a un asthme induit par l'exercice, un test positif. Maintenant, pour le test d'hyperréactivité bronchique, si vous avez un chute de VMS par rapport à la valeur de base au-delà de 20%, c'est que le test il est positif, donc il y a une hyperréactivité bronchique. Mais encore une fois, le test d'hyperréactivité bronchique est indiqué pour éliminer le diagnostic d'asthme. Quand il est négatif, il élimine le diagnostic d'asthme. Maintenant, si vous avez une variation de VMS entre les visites au-delà de 12% ou un VMS au-delà de 15%, ça dépend de la référence, c'est que l'enfant a une variation excessive entre les visites des données spirométriques et vous devez ajuster votre traitement. Alors, pour conclure, j'adore cette publication de 2013 de Kana Ramjat, une Hollandaise, qui a décrit la spirométrie chez les enfants. En tout cas, elle vous dit que la spirométrie, puisque maintenant c'est l'examen essentiel qu'il faut demander, il ne faut pas oublier que même en Europe, seulement 25% des enfants asthmatiques ont une spirométrie une fois par an. Que dire dans les pays en voie de développement ou sous-développés. Donc, c'est un examen très important pour le diagnostic et le suivi d'un certain nombre de certaines pathologies chez les enfants, mais il est toujours sous-utilisé. Uniquement 25% des enfants asthmatiques ont réalisé une spirométrie durant leur carrière, mais chaque fois par an. Donc, que dire en Tunisie? Donc, c'est à nous, à vous, à nous tous d'encourager sa pratique quotidienne.